Bonjour à tous et bienvenue sur ce mug numéro 233. Nous sommes le 3 novembre 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous soyez au travail chez vous ou ceux qui sortent travailler, je vous souhaite un bon courage. Avant de commencer les petites news, de toute façon, vous suivez aussi les news, on va dire, dans le monde en ce moment. C'est pas glorieux, c'est pas génial. Comme hier, je vous conseille, surtout si vous vous sentez un petit peu déprimé ou si vous vous ennuyez, de pas trop traîner trop longtemps sur les réseaux sociaux. C'est assez toxique en ce moment. Une pensée pour nos amis autrichiens. Effectivement, les drames qui arrivent à Vienne, on a connu ça il y a quelques jours en France. C'est toujours terrible. L'élection américaine, je pense que ça va être chaud aussi sur les réseaux sociaux. On va voir un peu de tout. Donc voilà, c'est mon petit conseil amical. Surtout si vous vous sentez pas bien déjà en ce moment, et il y a de quoi. Ne pas trop passer de temps sur les réseaux sociaux. C'est toxique, ça amène pas grand chose. Donc limitez vos interactions, on va dire, avec les réseaux sociaux et puis essayez de faire des choses qui vous divertissent un petit peu. Merci beaucoup Julien pour ton Prime. De quoi on va parler ce matin? On va voir si l'iPad ne marche pas. Ok, c'est normal. Il me fait ça tous les matins en ce moment. On retente. Bonjour à tous, en tout cas, ça y est, l'iPad marche. On va parler du One More Thing, confirmation de ce que je disais hier. Ça y est, on a reçu. Apple nous invite à une nouvelle keynote qui sera le 10 novembre et pas le 13 comme on avait supputé. On verra ce qu'il risque d'annoncer. On en a déjà parlé hier, donc on ira assez vite. On parlera également d'Amazon. On le sait, en France, en ce moment, il y a énormément de débats à propos de la fermeture des commerces avec le nouveau confinement. Bien évidemment, Amazon est aussi un cœur de cible. Amazon avait commencé un Black Friday avant l'heure, ce qui n'était pas très délicat. Le gouvernement a mis fin à la campagne d'Amazon. Amazon dévoile une section entièrement dédiée aux produits français. Bref, on va parler de tout ça, d'Amazon ce matin. On parlera également de Raspberry qui lance son nouveau Raspberry Pi 400, qui est un mini ordinateur dans un clavier à 72 €. On parlera également de la lettre que Sean Connery aurait écrite à Steve Jobs en 1998. On parlera de cette histoire parce que c'est assez rigolo. On parlera également de Google qui lance discrètement un nouveau service de VPN. On parlera également de Moment qui font des optiques pour smartphones qui lancent un petit peu un concurrent effectivement, alors que normalement ils sont potes. Bon, on en parlera justement au système de Peak Design dont je vous avais parlé la semaine dernière, des accessoires MagSafe qui ont l'air assez bien pensés. Et on aura un débat. Aujourd'hui, je vais faire une tartine. On aura un débat. Je vais revenir sur une news qui date du début de la semaine ou même de ce week-end. Kim Kardashian a eu un cadeau de son mari, Kanye West, qui est un hologramme de son père. On profitera justement de cette news, qui n'est pas très intéressante en soi, pour parler des hologrammes des défunts. Ça ne va pas être très gai, mais c'est intéressant quand même. Je vous conseille de rester pour qu'on ait ce débat pendant la tartine. Voilà un petit peu pour les news du jour. Je vous propose qu'on commence tout de suite. On lance le kawa. Donc, comme on l'avait un petit peu annoncé hier, cette fois, c'est confirmé. Apple lance bien une nouvelle keynote qui aura lieu le 10, donc dans quelques jours. On va pas revenir sur ce qui risque d'annoncer, bien évidemment. A priori,
Les Mac ARM, les nouveaux Mac avec les nouveaux processeurs Apple vont probablement être lancés pendant cette keynote. On va voir effectivement au niveau software s'ils lancent des choses à côté de ça. Probablement effectivement une version revue et remaniée de macOS. Dans les choses qu'ils pourraient également annoncer le 10, on a parlé des AirTags hier, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé du nouveau casque d'Apple. On sait qu'ils sont en train de travailler sur un casque audio. Est-ce qu'ils auront autant de succès qu'avec les AirPods? Est-ce qu'une nouvelle version des AirPods pourrait arriver? On verra. Tout ça, ça sera les petites surprises. Je pense pas que ça va être une keynote hyper intéressante. Il est plus que probable qu'on vous fasse une after keynote. Il faut que je vois avec Guillaume s'il est disponible ou pas. Une after keynote, donc après la keynote. Elle aura lieu, la keynote, à 19h le 10 novembre, 19h heure française, le 10 novembre. On se retrouvera après, ici, sur la chaîne Twitch, pour commenter ensemble les annonces de la keynote. Une nouvelle Apple TV, je sais pas. Tim m'a rien dit. On a juste parlé barbecue, comme d'habitude, avec Tim au téléphone. Malgré le confinement, il continue à faire des barbecues. Je lui dis que c'est pas très raisonnable. Il m'a dit, je commence à les faire chez moi à l'intérieur. Je lui dis, c'est encore moins raisonnable, Tim. Enfin bref, voilà. On n'a pas trop parlé, en fait, d'Apple. Hmm. Alors, AirTag, ça sera Air comme l'air. AirTag, avec tout le réseau d'iPhone, ça peut être juste fabuleux. Je pense que ça peut être un très bon produit, effectivement, les AirTags. On verra. Salut Raffesia, pose-moi ce genre de questions en fin d'émission. Là, on va rester dans les articles. On passe à l'article suivant. On va parler effectivement, alors c'est un dossier un petit peu délicat, hein. Je sais que tout le monde est très à couteau tiré là-dessus. C'est un débat où il faut faire beaucoup le tri. C'est effectivement Amazon. Amazon, le poids d'Amazon actuellement dans l'économie française, c'est un débat un peu franco-français, même si je pense que tous les pays qui sont en confinement actuellement ont ce type de débat. Pour rappeler un petit peu les faits, effectivement, avec le confinement 2, l'État a demandé au commerce non essentiel de fermer. Du coup, alors c'est beaucoup parti des libraires, mais il n'y a pas que les libraires, faut pas oublier les coiffeurs, enfin toutes les autres boutiques disent oui, mais les grandes surfaces qui, elles, peuvent rester ouvertes parce qu'elles ont de l'alimentaire, elles ont aussi des rayons culturels et tout ça, donc c'est pas juste, nous on doit être fermés, les grandes surfaces peuvent vendre des livres, tout ça, et pourquoi on n'a pas eu ça au premier confinement? Parce que là on arrive à la période de Noël, qui est la période ultra stratégique pour toutes les boutiques. C'est là où on fait son plus gros chiffre d'affaires. Et pour les boutiques physiques qui vont, a priori, être fermées encore fin novembre, ça veut dire rater toute la période de Noël. Et pour certaines boutiques, c'est une mise à mort. C'est une mise à mort complète de rater les fêtes de Noël. Là-dessus, par effet rebond, les grandes surfaces disent « Oui, ok, nous, fermer les trucs culturels, c'est bien beau, mais du coup, on est en train de jeter les Français dans les bras d'Amazon. Il n'y aura plus que Amazon et par extension, tout ce qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire les boutiques en ligne qui n'ont pas de présence physique, vont rafler la mise de Noël. Et c'est d'autant plus crucial que le mois de novembre, c'est les Black Friday. Qu'on soit pour ou contre, ça change rien. Les Black Friday sont devenus un grand rendez-vous consumériste, puisque effectivement, il y a des bonnes affaires à faire juste avant Noël. On est en période d'achat, on achète des cadeaux, etc. Donc les enjeux sont effectivement très importants. C'est pour ça, ça sera ma première réaction. On va parler d'Amazon. Mais moi, ce que je dis toujours, j'ai rien pour Amazon parce que je connais les problèmes de la distribution dans son ensemble. Et pour moi, le fait de laisser simplement Amazon dans la sauce, c'est un petit peu injuste. Je veux bien qu'on critique Amazon, et il y a de quoi critiquer, mais allons regarder ce qui se passe à la Fnac, Darty, de Cdiscount, etc. Pour moi, il y a des problèmes et à la fois de conditions de travail et de défiscalisation, etc., dans l'ensemble de la distribution. Voilà.
C'est mon opinion, hein. Après, vous pouvez penser qu'il n'y a que Amazon qui est un méchant et les autres sont des gentils. Mais moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'on met beaucoup Amazon dans la sauce parce que c'est le premier qui l'énerve tout le monde. Mais pour moi, ils sont tous dans la sauce. Voilà, c'est ce que je dis. Euh, Bref, tout ça pour dire, pour parler un petit peu des faits. C'est vrai qu'Amazon a eu un geste que moi j'estime extrêmement indélicat dans cette période de fragilité économique pour les boutiques physiques, de profiter de l'occasion. On sait que Amazon s'en est mis plein, enfin a eu des résultats indécents presque pendant le premier confinement par la nature de la consommation qui était imposée à ce moment-là. Et là, du coup, ils se sont dit, ah bah tiens, là, début du deuxième confinement, on va lancer les Black Friday avant l'heure. Ils ont tout de suite été retoqués par le gouvernement français. Alors attendez, je retrouve juste mon article. Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, a demandé à Amazon de suspendre leur campagne sur le pré-Black Friday parce que ce n'était pas du tout approprié en ce moment où 200 000 commerçants vont devoir fermer leurs portes. Effectivement, c'était très indélicat. La direction d'Amazon a accepté de faire profil bas. Ils ont enlevé la campagne de communication autour de ce pré-Black Friday. Néanmoins, les prix pré-Black Friday sont maintenus sur Amazon. Donc c'est on va dire une demi-obéissance. C'est-à-dire, en gros, ils ont commencé leur Black Friday. Simplement, ils sont discrets dessus. Ils sont discrets là-dessus. Alors, Amazon, pour redorer un petit peu son blason, a mis en avant une section qui est entièrement dédiée aux produits français. Alors, vous avez peut-être lu des articles selon quoi Amazon avait créé en catastrophe cette section entièrement dédiée aux produits français dans Amazon. En fait, c'est faux. Cette section, et d'ailleurs, je crois qu'on en avait déjà parlé, cette boutique de produits Made in France existe depuis 2018, je crois, chez Amazon. Attendez, je vérifie, je l'avais écrit quelque part. Oui, existe depuis 2018. Ils ont simplement choisi de la mettre en avant. Alors, c'est pas une mauvaise idée, mais après on n'est pas naïf non plus. Cette boutique de Made in France, c'est un peu pour déculpabiliser l'acheteur Amazon. Euh, Est-ce qu'il faut culpabiliser les gens qui achètent sur Amazon? Alors on sait que Roselyne Bachelot et sa mère de Paris aussi ont appelé un boycott d'Amazon. Je suis très tiraillé sur ces histoires. J'estime qu'effectivement Amazon a beaucoup manqué de classe. Après, je suis à la fois très solidaire des commerces physiques. J'essaye à ma toute petite mesure de faire fonctionner au maximum de mes possibilités l'économie locale autour de moi, que ça soit les restaurants, que ça soit enfin voilà, tous ceux qui peuvent rester ouverts. Maintenant, quand je vois les Auchan, Carrefour et tout ça aussi dire ah mais on ouvre nos portes au livret, c'est terrible ce qui arrive. Et c'est évident que des commerces déjà fragilisés vont mourir. Et je suis pour la sauvegarde des commerces de proximité. Là-dessus, j'ajoute quand même une chose, le commerce c'est s'adapter ou mourir. Est-ce que tous les commerces se sont adaptés à la nouvelle demande des consommateurs? C'est-à-dire que c'est bien beau de culpabiliser le consommateur en lui disant «T'es un méchant d'acheter en ligne, il faut acheter dans ta librairie locale, etc.» Mais le consommateur, bah, il a pris goût aussi à recevoir des produits chez lui, à pas forcément se déplacer en boutique. Euh, on n'a pas à forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est ce qui me gêne un peu dans ce côté ah mais c'est pas bien que vous consommiez comme ça, vous êtes des méchants d'aller vers les plus bas prix, vous soutenez pas.
disons que moi, c'est ma philosophie de la vie. Je pense qu'il vaut mieux être dans l'incitatif que dans le répressif ou le punitif. Culpabiliser les gens, ça sert pas à grand chose. Ça met tout le monde mal à l'aise, ça sert à rien. Maintenant, et le président français l'avait dit, les incitations pour aider les boutiques à développer leur e-commerce, on sait aujourd'hui qu'il y a des plateformes où les boutiques voilà, pourraient renforcer leur force de vente. Ça ne veut pas dire fermer boutique physique, mais voilà, se moderniser, profiter peut-être de ces aides de l'État pour se moderniser. Enfin, voilà, c'est pas... c'est un sujet complexe. Moi, je trouve que le boycott Amazon, déjà, comme je vous l'ai dit en préambule de cet article, pourquoi que Amazon, à ce moment-là, boycotte la livraison? Parce que je vois pas pourquoi je boycotterais Amazon et je boycotterais pas. On sait que la Fnac Darty, ils ont pas des méthodes, ils ont des méthodes cheloues aussi. Voilà. Il y a un truc, quand je dis, alors c'est très dur et on va me traiter de néolibéral pourri quand je dis le commerce c'est s'adapter ou mourir, c'est quand même une réalité. Aujourd'hui, ben, il y a plus de maréchaux ferrants parce qu'on n'en a plus besoin. Être commerçant, c'est s'adapter aussi à la demande, c'est s'adapter à une société qui change. Alors il y a encore quelques maréchaux ferrants, hein, puisqu'il y a encore des chevaux quand on fait du cheval sportif, mais on ne se sert plus du cheval au quotidien pour se déplacer. Donc on n'allait pas maintenir à coup de subvention et de culpabilisation des gens. Mais même si vous n'avez plus de cheval, allez acheter des fers à cheval parce qu'il faut soutenir ces pauvres maréchaux ferrants qui sont le poumon et le cœur de votre quartier. Bah oui, mais non. Voilà, enfin, je schématise un petit peu, mais voilà, de dire vous achetez en ligne, vous êtes des méchants. D'abord, les raisons sanitaires font que la vente en ligne, bah, c'est plutôt conseillé. Même si on pourrait parler du problème des livreurs et de l'écologie dans tout ça. J'essaye de ne pas mélanger tous les débats, parce qu'il y a des tonnes de débats autour de ça. Mais voilà, dire aux gens vous êtes des méchants parce que vous achetez vos livres sur Amazon et vous les achetez pas dans le libraire de coin, quelque part, il y a un fond de vérité là-dedans, mais c'est pas incitatif. On est dans le répressif, on est dans le culpabilisant, on est dans le boycott. Je trouve que c'est pas comme ça qu'on fait du commerce. Mais voilà. Fnac Darty paye leurs impôts en France. Faudrait aller vérifier. Euh, Ben, écoute, Subnas, deux choses. Tu dis, est-ce qu'on peut arrêter les sujets qui font polémique et se concentrer sur la tech? On n'a peut-être pas exactement la même définition que la tech, on le reprécise, hein. Nous, sur cette chaîne et spécifiquement dans cette émission, on a une vision large du spectre de la tech, vision sociétale, vision économique, vision psychologique aussi de la tech. Pour nous, Amazon faisant partie effectivement des GAFAM et la distribution des produits par Internet, pour nous, c'est complètement de la tech. La deuxième chose, c'est que même si parfois on s'en mord les doigts, euh, on est une revue de presse, donc on va pas éviter un article parce qu'il fait polémique. On n'est pas un magazine de divertissement pour vous faire des dégustations dès le matin et vous parler de choses légères et uniquement vous détendre. On est là aussi, alors en plus petit avec des bretelles, on n'est pas des journalistes, mais on est là pour vous faire une revue de presse. C'est pas, on n'est pas des journalistes, on fait pas l'info, mais on fait une revue de presse des articles qui sont importants aujourd'hui. Donc voilà pourquoi l'article est traité. Euh, L'actionnaire majoritaire de Fnac Darty, oui, c'est allemand, ouais. Non, par exemple, je ne vais pas parler des élections US parce qu'on en a déjà beaucoup parlé à travers les phénomènes des réseaux sociaux. Là, aujourd'hui, j'ai pas trouvé d'article vraiment important ou intéressant à travers les réseaux sociaux. On va pas parler de l'élection américaine juste pour parler de l'élection américaine. On est effectivement quand même une revue de presse sur la tech. Voilà.
C'est un super métier, j'aime travailler le bois, mais il n'y a plus beaucoup de clients. Oui, mais enfin, je sais, je radote pour ceux qui me regardent depuis longtemps. Moi, mon premier métier, le métier que j'ai appris, c'est un métier qui a disparu. Il n'existe plus. J'étais exé, c'était dans la chaîne de production imprimerie, j'étais ce qu'on appelait un exé. Je finalisais les maquettes des créatifs pour préparer les fichiers. Mon métier n'existe plus. Euh, c'est parfois très cruel, l'économie, des métiers disparaissent, des pans de connaissances disparaissent, mais parce que les gens n'en veulent plus. Aujourd'hui, bah, on se chauffe plus pour une grande majorité au charbon. Bah, on n'a plus besoin de fabricants de poêles à charbon. On aurait pu les subventionner, les soutenir le plus longtemps possible, mais après, voilà, il y a des phénomènes qui sont là, quoi. Euh, Après, si quelqu'un contre Amazon, il n'achète plus et hop, il faut cesser de vouloir rallier les gens à sa cause. Moi je peux comprendre hein, le boycott, mais après, d'abord, c'est une histoire personnelle. J'aime pas beaucoup ce côté. J'avoue que ça m'a un peu agacé Roselyne Bachelot. Que j'ai rien contre cette dame, hein. Mais ce côté, nous gouvernement, on est impuissant, on n'est pas arrivé à faire des lois pour encadrer l'optimisation fiscale de groupes comme Amazon, et du coup, ben, on en est contraint à demander un boycott. Pour moi, c'est un aveu d'échec. Si elle appelle au boycott, ça veut dire que la société française, elle estime, souffre de la situation d'Amazon, mais ils ont pas été capables d'encadrer cette situation. Donc, pour moi, c'est juste un aveu d'échec. Voilà. La destruction créatrice de Schumpeter. Putain, alors ça, j'adorais le nom Schumpeter, mais tu me rappelles des vieux souvenirs super chinoises d'études. Effectivement. Ce que je dis, alors certains m'ont dit, mais est-ce que tu as des preuves pour dire que la Fnac Darty, c'est comme Amazon, c'est des salauds et tout. Je n'ai pas de preuves en soi. J'ai juste travaillé pendant 2 ans dans le monde du retail. Et je sais que c'est des gens, c'est des ultra commerçants. C'est des gens, tout argent qu'ils peuvent ne pas dépenser, ils vont ne pas le dépenser. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, c'est juste que si on met Amazon dans la sauce, c'est tout ce que je dis, hein. Si Amazon est dans la sauce, ok. Mais ouvrons les livres de tous les distributeurs. Et pas juste Amazon parce que c'est un Américain et que c'est le plus puissant. Parce que ça, je trouverais ça injuste, en fait. Que ça soit que Amazon. Allez, on continue dans les articles. On va parler effectivement du Raspberry Pi 400. Raspberry Pi, bah, certains sont complètement fans. Les Raspberry Pi, c'est des tout petits ordinateurs assez minimalistes, très très peu chers, qui, quand on sait un petit peu les bidouiller et on sait ce qu'on fait, peuvent rendre énormément de services. C'est plutôt un gros succès, hein, les Raspberry. Et ben ils sortent un nouveau modèle, c'est le Raspberry Pi 400, qui va effectivement nous ramener à la vieille époque où les ordinateurs étaient dans les claviers. Hein, souvenez-vous pour les plus vieux d'entre vous, les Auric 1, c'était quoi, les Spectrum, qu'est-ce qu'il y avait, les Amstrad, je sais plus si l'ordinateur était dans le clavier ou dans l'écran, mais il n'y avait pas d'unité centrale. Bref, ça sent bon, effectivement, l'Amiga 500, effectivement, le C64, le VIC-20, ah bah, il y a des vieux, hein, dans le Thomson TO7, ouais. MO5. Le Z80, ça j'en ai déjà parlé. Euh, ouais, les Auric et les Amstrad, ouais, l'ordi était bien dans le clavier aussi. Bref, ça nous rappelle un vieux temps de l'informatique. Et bien là, c'est le nouveau Raspberry Pi 400. Dedans, vous trouverez un processeur Broadcom BCM 2711 quadricœur 1,7 GHz, 4 Go de RAM, du Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, du Bluetooth 5.0, un port Ethernet gigabit, deux ports micro HDMI compatibles 4K à 60 Hz.
un port USB-C pour l'alimentation, 2 ports USB 3, un port USB 2, un port GPIO et un lecteur de carte micro SD, et tout ça pour 72,54 euros. Vraiment pas cher. Il est déjà disponible en AZERTY. Si le produit vous intéresse, il faudra être rapide. Les stocks semblent plutôt limités. Un pack avec alimentation, une carte micro SD à 16 Go, un câble micro HDMI vers HDMI, un livret d'apprentissage et une souris est également disponible à 103,61 euros. Est-ce que ça fait tourner Shadow? C'est une bonne question. Je crois que certains font tourner Shadow sur un Raspberry Pi. Mais je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que oui. Hein. Je crois que oui, je vous le montre quand même en photo. Yep. Voilà, il ressemble à ça. Donc, les couleurs Raspberry, un petit clavier framboise, dont le haut est blanc. Et donc, l'ordinateur, vous voyez la carte mère à côté, hein, c'est ça, un Raspberry Pi. Hein. C'est vraiment tout petit. J'ai jamais testé des Raspberry Pi, ça me fait un petit peu peur parce que pour moi, c'est de l'informatique que je sais pas trop faire. Maintenant qu'on a Guillaume dans l'équipe, si on trouve un sponsor pour tester du Raspberry Pi, ou qu'on trouve un sponsor avec un truc qui aurait à faire avec du Raspberry Pi, ça pourrait être intéressant. Il faudrait que j'en parle avec Guillaume, il est beaucoup plus expert que moi sur ces domaines-là. Ça pourrait être intéressant. Après, c'est vrai que ça pourrait être intéressant aussi que moi, qui suis un utilisateur très con, très con, de l'informatique, je me frotte un peu au Raspberry. J'ai aussi cette idée, un jour je le ferai, Jérôme sur Linux. Voilà, il y aurait des choses amusantes à faire, ne serait-ce que pour que vous puissiez vous foutre de ma gueule. Et ça, je sais que vous adorez ça. Sachez que bientôt, vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule, puisque je ne peux pas vous le montrer là, mais j'ai reçu un ordinateur à monter, avec un boîtier Razer. Je vais bientôt monter ça en live, donc vous pourrez bien rigoler. Ça fait 20 ans que j'ai pas monté un PC, au moins. Donc ça sera, je pense, un bon moment de rire. Tu pourrais vraiment t'amuser avec les connecteurs GPIO pour piloter des objets, par exemple. Moi, ce qui me fait toujours peur dans ce genre de truc, et ça me fascine, hein, mais que ça demande beaucoup de temps, en fait. Et en ce moment, dans ma vie, en m'occupant de cette chaîne, j'ai tellement peu de temps pour faire que ça empiéterait sur mes derniers loisirs. Et ça me fait peur. Oui, on est 500 aujourd'hui, c'est cool d'ailleurs. Un grand bienvenue aux nouveaux qui nous ont découvert hier, parce que hier, on a été 2000, ça on a surpris beaucoup. Il faut savoir qu'on a été mis en avant sur la landing page de Twitch. On a été mis en avant, donc ça a ramené plein de monde. Manifestement, certains d'entre vous ont apprécié la formule et sont revenus aujourd'hui. Donc, on vous accueille à bras ouverts. La team hôtesse est là pour vous accueillir si vous avez des questions sur la chaîne, le fonctionnement de notre communauté, etc. En fin d'émission, on fait de toute façon une rubrique qui s'appelle les camps de fac, où vous pouvez poser des questions et je vous y répondrai. Et jusque-là, en tout cas, on continue dans les articles, mais encore bienvenue à vous. Merci beaucoup L'Angelot pour ton Prime, 3e mois d'abonnement. Ah oui, puis vous avez la nouvelle animation maintenant pour les gens qui font des primes et des subs, avec une des notes de notre musique éponyme. On va passer à un article un petit peu plus divertissant. Avec grande tristesse, on a appris effectivement le décès le 31 octobre de Sir Sean Connery, qui effectivement est décédé, et a beaucoup circulé sur les réseaux une lettre que je vous montre. Ah oui, j'étais encore en...
Oui, cire, il a été anobli, pas cire comme la cire des bougies, hein. Cire, S-I-R. Il a été anobli par la reine d'Angleterre. Et on a retrouvé un courrier de 1998 qu'il aurait écrit à Steve Jobs. D'où le rapport avec la tech, hein, avant qu'on m'attaque là-dessus. Où il aurait écrit Monsieur Jobs, je vais vous le dire une bonne fois pour toutes. Est-ce que vous comprenez l'anglais? Je ne vendrai pas mon âme à Apple ni à aucune autre compagnie. Je n'ai aucun intérêt à changer le monde, comme vous me le dites. Je traduis en même temps, hein, donc désolé pour les hésitations. Vous n'avez rien dont j'ai besoin ou dont j'ai envie. Vous êtes un vendeur d'ordinateurs. Je suis James Bond. Nom de Dieu, de merde, de foutre de bordel. Je ne peux pas penser à un moyen plus rapide de détruire ma carrière que d'apparaître dans une de vos publicités dégueulasses. Merci de ne plus jamais m'écrire. Cordialement, Sean Connery. Signé par Sean Connery. Alors, on peut dire c'est une lettre un petit peu assassine. Et pas mal envoyée, hein, Sean Connery. Sauf que c'est un faux. Sean Connery n'a jamais écrit cette lettre. Vous l'avez peut-être vu beaucoup circuler sur les réseaux sociaux. Cette lettre n'a pas été écrite en 1998, mais elle a été écrite en 2011. Elle est à mettre au crédit de Scopertino, un site satirique qui s'amuse depuis des années à rédiger des actualités humoristiques et fake concernant Apple et sur à la manière de notre Gorafi. Si Gorafi avait une section Apple. Donc en fait, c'est un fake. Merci beaucoup, Soulmika, pour ton Prime. Deuxième mois d'abonnement. Donc voilà, c'est un fake. Méfiez-vous des fakes. Les fakes sont souvent croustillants, sont souvent sympathiques, sont souvent je vais partager ça, ça va trop plaire à tonton, tonton qui va relayer, etc. C'est une des caractéristiques, c'est une d'ailleurs des bonnes manières de reconnaître une fake news. Une fake news est généralement designée pour qu'on ait vraiment envie de la partager, tellement c'est croustillant, ou ce truc est vraiment, vraiment cool, quoi. La réalité est souvent beaucoup moins sexy que les fake news, hein. Merci beaucoup, Gary Cover, pour ton Prime, deuxième mois d'abonnement. Jérôme, arrête avec tes as. Je dis as, moi. C'est horrible. J'ai l'impression que certains d'entre vous souffrent entre mes sautillements et mes problèmes de prononciation. Ça doit être terrible. Je comprends même pas que vous continuez à regarder l'émission. Quand je lis certains commentaires de gens qui disent « Mais c'est insupportable. C'est horrible. » Tu parles, il a déjà accepté de figurer dans des pubs. Bien sûr, il y a les pubs de whisky japonais qui sont très connus avec Sean Connery. J'ai raté Poney Mort pour les subs. Bah désolé, je remonterai peut-être si j'y pense en fin d'émission sur les subs pour oublier personne. Voilà, en tout cas, sachez-le, arrêtez de retweeter cette lettre, c'est un fake. Ça n'empêche que c'est drôle, mais c'est un fake. C'est pas une fake news, c'est une blague. Ensuite, la rediffusion sans contexte qui en fait une fake news. Oui, on pourrait parler sémantique pendant très longtemps. Mais effectivement, ça n'a pas été créé dans l'intention de créer une fausse nouvelle, une fake news. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Il a fait une pub pour Citroën, alors ça, je me souviens pas. Le A, Jérôme, que tu dis à chaque fois. Écoute, on a tous des tics de langage. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de te lancer sur Twitch.
et de faire un petit peu comme moi, une revue de presse même concurrente. Je t'invite à venir me concurrencer et à faire ta propre émission. Et tu regarderas si tu as des tics de langage et si c'est facile de t'en débarrasser. En fait, c'est comme moi, le fait que je bouge tout le temps des jambes, c'est des tics, c'est hyper difficile de... Merci hein, quand même de votre vigilance et de nous les signaler. Peut-être pas la peine de faire dire que c'est absolument insupportable. On est au courant hein, de nos E, de nos A, de nos mouvements de jambes, etc. On essaye d'y travailler, mais vous verrez que c'est vraiment pas simple. Hein, on n'a jamais fait d'école ou de média training pour faire ce type d'émission. Mais vraiment, et je le dis absolument pas de manière ironique, c'est un bon exercice de faire des lives et d'avoir des gens qui vous regardent et qui vous feront remarquer effectivement vos défauts d'élocution, le fait que vous utilisez trop d'anglicisme ou ce genre de choses. C'est une bonne manière effectivement de se corriger et de s'améliorer. Voilà. Euh, On continue. Non, mais je laisse pas passer ce genre de message parce que c'est humain. Ça va, je le prends pas mal. Hein. Je le prends pas mal. Je dis juste parce que je pense que certaines personnes ne réalisent pas que c'est hyper difficile. On doit faire déjà attention à énormément de choses. La caméra, les boutons, le live, le micro, les articles, la chatroom, etc. Et c'est le propre d'un tic ou d'un toc, c'est que c'est pas quelque chose qu'on contrôle avec son cerveau. Voilà. Euh, c'est Parkinson. Bref. On continue, on va parler de Google. Google aurait lancé un VPN hyper discrètement. Est-ce qu'ils veulent concurrencer NordVPN Ils se sont lancés sur le marché des VPN. Là où je trouve ça assez intéressant, c'est que chez Google, le VPN est considéré comme un service annexe. En fait, ça va être compris dans l'abonnement Google One. Donc vous aurez effectivement 2 téraoctets pour obtenir le stockage de 2 téraoctets de données. Et en plus, vous pourrez effectivement activer un VPN Google. Donc ça va peut-être pas forcément arranger les affaires du marché très juteux des VPN en ce moment. Pourquoi il est très juteux ? C'est à cause de Netflix et voilà, les VPN, ça vous permet de regarder du contenu du monde entier sur Netflix. C'est pour ça que ça a autant de succès. Et c'est vrai que si Google commence à mettre ça dans son package Google One, ça va être un petit caillou dans la chaussure. Alors, à voir après si le VPN de Google, pour l'instant, le VPN n'est réservé qu'aux États-Unis et sur Android. À terme, il sera lancé sur iOS, Windows et Mac et probablement dans d'autres pays. Mais pour l'instant, il est dispo qu'aux États-Unis et sur Android. Donc, je l'ai pas testé. Excusez-moi, je ne comprends pas. Mais c'est peut-être parce que, en fait, je t'ai pas vraiment parlé que tu comprends pas. Mais ça, je sais que tu as du mal à comprendre. Un VPN, ça marche pour les achats de billets d'avion, par exemple, quand t'es pas confiné. C'est vrai que c'est pas bête le VPN pour éviter d'avoir des prix trop localisés. C'est pas bête hein, le VPN pour acheter des billets d'avion. C'est vrai. Google VPN, personne ne volera vos données, sauf nous, mais c'est déjà une seule personne que plusieurs. Ah, c'est sûr que là, on va bâcher. Vous savez, Guillaume, moi, m'a dit un truc qui est intéressant. Il m'a dit qu'en termes de sécurité, Google, ils sont pas bons. Confidentialité. En fait, confidentialité et sécurité sont deux choses assez différentes. Même si, par certains points, c'est lié. Mais qu'en termes de sécurité, Google n'est pas mauvais Je du n'ai pas compris. Ah, mais t'arrêtes de m'interrompre aussi, t'es pas très poli quand même, hein. Euh... voilà, on attend. En plus, n'oubliez pas, je le redis, hein, il faut le dire tous les matins, Google, Facebook et tout ça, le problème n'est pas tant qu'ils prennent vos données, parce que tout le monde prend vos données, même Apple prend vos données. Pour qu'un site internet marche, ils sont obligés de collecter vos données. C'est plutôt ce qu'ils font avec cette collecte de données qui est un problème. Et le business de Facebook et de Google est qu'avec ces données, ils en extirpent des espaces publicitaires ciblés qu'ils vendent à des annonceurs. Et c'est ça, la première chose qu'il faut effectivement encadrer.
La deuxième chose, c'est effectivement la protection de ces données, qu'elles ne fuitent pas. Et là, on peut revenir sur Cambridge Analytica et les dérapages qui ont été faits avec Facebook au début sur Disons que Facebook aujourd'hui ne vend plus directement vos données. Ça, c'est un raccourci intellectuel facile, mais qui n'est pas vrai. Ils ne vendent pas les données. Disons que même à l'époque de Cambridge Analytica, ils ont laissé accès à une extrapolation de vos données qui n'aurait pas dû être fait par une tierce partie. Voilà. C'est pas Siri là qui m'interrompt, c'est Google. Hein. Siri, elle est sage ce matin. Hein, Siri, t'es sage? Ah, est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Oh, qu'est-ce qu'elle est con, Siri, quand même. Je ne répondrai pas à ça. Merde, elle m'a entendu. Bref, l'offre, alors on me demandait tout à l'heure combien coûtait Google One. Ça coûte 10 dollars par mois, Google One, pour avoir 2 téraoctets de données. Moi, je l'ai déjà, donc ça peut être cool. S'ils mettent le VPN en France, je le testerai. On va terminer les articles, on va parler de Moment. Alors Moment, je ne sais pas si vous connaissez, mais Moment, c'est une marque très hipster, on peut le dire. Une marque genre San Francisco et tout, qui ont pas mal surfé à l'époque à la mode, avec la mode d'avoir des objectifs pour smartphone. Pour changer les longueurs focales de votre smartphone, avec un positionnement très haut de gamme. Ils avaient des produits très chers et très haut de gamme. Je vous ai parlé également récemment de Peak Design, hein, une de mes marques préférées, qui allait lancer toute une série d'accessoires compatibles MagSafe pour mieux utiliser votre smartphone, pour pouvoir l'accrocher à votre moto, chez vous, au mur, le recharger, un portefeuille, enfin tout un tas d'accessoires. D'ailleurs, si vous me suivez sur Twitter, j'ai tweeté hier le lien de leur Kickstarter, le lien affilié. J'ai maintenant le lien affilié de leur Kickstarter, donc si ces produits Peak Design vous intéresse, je vous invite à regarder mon tweet d'hier. Je reviens à Moment. Moment aussi va lancer une gamme d'accessoires. Là où ça me fait sourire, c'est que j'ai regardé le live de Peak Design d'il y a quelques jours, où le patron de Peak Design, quelqu'un lui demandait, mais est-ce que tu penses qu'on pourra adapter les optiques Moment à votre gamme? Et le patron de Peak Design disait « Ouais, mais on discute souvent avec le patron de Moment. Effectivement, on est en train de voir comment on pourrait rendre nos produits compatibles. Genre, eux, ils pourraient monter leur optique sur notre système MagSafe-like, etc. » Et bim je pense qu'il n'était pas si copain avec l'autre patron, puisque le patron de Moment, et donc Moment, ils ont lancé hier toute une série effectivement de coques magnétiques avec tout un écosystème d'attaches magnétiques. Donc ici on voit les attaches pour trépied, avec effectivement des systèmes avec pour mettre des ce qu'on appelle des sabots froids, hein, des griffes flash plutôt, et voilà des systèmes pour pouvoir accrocher votre smartphone à des gimbals et tout ça à base magnétique. Alors, soyons pas mauvaise langue, c'est pas exactement le même système que Peak Design. Le système de Peak Design a à la fois une attache magnétique, mais également un système pour renforcer, notamment quand vous mettez sur un guidon de moto, etc., avec un clip physique. Mais bon, clairement, ils sont sur le même marché. En plus, là où Moment va un peu damer le pion à Peak Design, c'est qu'ils sont déjà disponibles en précommande et que les produits seront livrés en mars, donc bien avant les produits Peak Design. Alors, j'en parle parce qu'on va me demander mon avis. Moment, c'est une marque que j'aime vraiment bien. Alors c'est vrai que nous on a pas mal travaillé avec Pixter, qui est un peu un concurrent français sur les optiques de smartphone, mais c'est vrai que Moment, j'aime beaucoup leur communication, leur savoir-faire. Il y a une finition, les objets sont beaux là, le système d'attache est beau, simple, assez minimaliste. Maintenant, bon, il est probable que je prenne les deux, ne serait-ce que pour tester, hein, pour voir. Je trouve pour l'instant le système de Peak Design quand même beaucoup plus abouti.
Maintenant, à voir comment ça fonctionne. Peak Design fait du Kickstarter. Ils ont toujours fait du Kickstarter. C'est même leur ADN de ne jamais lancer un produit sans le Kickstarter au début. Puisque c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime Peak Design, c'est toute une aventure la mise au point de leur produit. Donc, a priori, le système Moment n'est basé que sur le magnétisme, ce qui peut être très pratique quand on veut attacher son smartphone au frigo ou à d'autres choses. J'ai plus de doutes sur la capacité de tenir les vibrations. Je suis pas certain de faire entièrement confiance à une attache magnétique pour un trépied. Et c'est là où je trouve que le système de Peak Design est plus évolué, c'est que vous avez des attaches physiques pour les attaches plus fortes, pour le truc de vélo, pour le truc de moto. Je crois qu'il y a une version du trépied aussi où on a l'attache physique qui vient renforcer l'attache magnétique en fait. Tous les constructeurs vont exploiter ce magnétisme. Bien sûr que c'est pas la chasse gardée de Peak Design. Ce qui m'a fait sourire, c'est que je pense que le patron de Peak Design était peut-être un petit peu naïf, qu'ils ont peut-être beaucoup partagé de choses avec Moment, parce que ça fait 4 ans que Peak Design bosse sur son système. Bah, je sais pas s'ils étaient au courant, hein, mais voilà. C'est terrible, hein, mais c'est la loi du commerce. Moi, voilà, je trouve que la concurrence, c'est génial, parce que la concurrence, c'est la liberté. Mais c'est vrai que la concurrence, parfois, ça fait mal au cul, hein. Mais c'est le jeu, et c'est ça qui rend ça excitant. Après, c'est ta manière de réagir à la concurrence qui fait de toi un bon ou un mauvais entrepreneur, à mon avis. Si tu te plains et que tu fais des boycotts, voilà. Non, mais je suis d'accord, hein. Bon, Oleg, après, on sait que tu détestes Peak Design. Hein, on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, mais... Ça rappelle le stage de Bill Gates chez Apple. Bah oui, c'est comme ça, quoi. Salut à toi, jeune entrepreneur, si tu entends ce message. La question, elle est vite répondue. On va surtout voir des protège-cartes blindés avec tous ces aimants. C'est clair. Même les marabouts africains, dans les petites annonces, vont profiter du magnétisme de MagSafe. Oui, j'attends avec impatience les gens qui font du soin par les aimants te dire maintenant collez-vous votre smartphone dans le dos pour favoriser les flux des ondes magnétiques terrestres de mon cul. Bref. Si non, j'ai raté ton message. Est-ce que tu as un produit à conseiller pour attacher le téléphone dans la voiture? Alors, j'ai pas de voiture. Donc, je peux pas vraiment t'aider là-dessus. Si certains dans le chat attachent effectivement leur smartphone dans la voiture, si vous avez un produit à recommander, n'hésitez pas à le faire. Si ça se trouve, ils vont vraiment bosser ensemble sur des lignes... Peut-être, hein, tout à fait, hein. Tout à fait, effectivement, Peak Design ne fait pas... Ce qui serait drôle, c'est que Peak Design lance des objectifs derrière. Ça serait drôle. Ça serait drôle. On nous conseille le Anker magnétique. Parfait, d'accord. Voilà, c'était le dernier article de ce matin. On va passer à la tartine. Un sujet pas forcément facile, pas forcément drôle, puisqu'on va parler des hologrammes des morts. Ouais, non, c'est plus Halloween, c'est un sujet très très sérieux. Mais avant de passer à cette tartine, on va parler effectivement de notre sponsor, le Shadow PC. Effectivement, toujours sponsor de notre émission. Le vendredi, je fais un tirage au sort et l'un ou l'une d'entre vous aura la chance de gagner un mois de Shadow PC. Pour pouvoir gagner, c'est très simple. Sur Twitter, vous composez un message en mettant bien le hashtag #LeMugNowTech et le hashtag ShadowPC. Vous nous dites pourquoi vous aimeriez bien gagner ce ShadowPC pour jouer à tel ou tel jeu ou utiliser tel ou tel programme.
très très important que vous mettiez les hashtags, sinon je ne vous retrouve pas pour le tirage au sort du vendredi. Et important aussi que vous followiez le Twitter de Nowtech TV, sinon je ne peux pas vous envoyer de direct message pour vous dire comment débloquer votre Shadow PC si vous l'avez gagné. Donc très important de nous suivre également. Le Shadow du futur. Alors on nous dit Spingen fait une attache de voiture pas mal. D'accord. Il y a les mâchoires qui nues, manifestement. Bel usage du subjonctif de follower. Et Olek, tu vas pas t'y mettre hein, là dans le petit club de nous sommes l'Académie française. Et oui, follower, hein, c'est important. Suivez-nous. Que vous le follow, que vous followius. Bon. C'était quoi ce bruit? Ah non, c'est oui. D'accord, je sais ce que c'est. Bref, on va passer à la tartine. C'est maintenant, c'est tout de suite. On me pose quelques questions sur Shadow. Oui, je sais hein, que Shadow, ils sont en rupture de stock depuis très longtemps et les premières nouvelles commandes de Shadow arriveront beaucoup plus tard. Ils sont un peu victimes de leur succès. Je ne sais pas du tout où ils en sont. Hein. Si d'ailleurs quelqu'un de chez Shadow m'entend, ce serait bien qu'il me donne des nouvelles, ne serait-ce que pour savoir où ils en sont des Shadow et quand est-ce qu'ils vont arriver. Ne forgettez pas de follow la channel. Exactement. Oh, ça va, on est sur Twitch. Hein. C'est worth. Ça me fait rire que des Français utilisent worth. Parce que c'est pas un mot facile en anglais, mais c'est drôle. C'est très drôle. Ce qui est moins drôle, c'est le sujet. Le sujet de nos tartines, débat du jour. Kim Kardashian s'est fait offrir un hologramme de son père mort. Voilà, je le dis brutalement, c'est posé sur la table. Voilà, bonjour chérie, regarde ce que je t'ai offert pour ton anniversaire. Oh, merci, un hologramme de mon père mort. Donc, hologramme qui pouvait parler, qui pouvait agir, qui était sur scène. Hologramme qui quand même disait à un moment du truc, à un moment donné, l'hologramme dit « Vous avez épousé l'homme le plus génial du monde, Kanye West. » Ça pose quand même pas mal de problèmes, et c'est là où on va un petit peu débattre. On avait parlé il y a plus d'un an de cette mère qui... avait fait à qui on avait recréé son enfant qui était mort en bas âge et qui avait pu passer un moment avec son enfant dans un monde virtuel. Et elle en était ressortie extrêmement heureuse d'avoir pu revivre des moments avec son enfant. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu science-fictionnesque, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, avec les deepfakes, les technologies effectivement d'immersion, on est à quelques années, et il y a déjà des sociétés qui le proposent, de faire des hologrammes des personnes disparues. Il y a plusieurs problèmes là-dedans. Problème ou solution, c'est là où il faut ouvrir nos chakras aussi. Je pense que nous, habitants de la Terre en 2020, ça peut nous paraître très extrême, voire un petit peu barbare, un petit peu la manière dont on aurait de juger le fait de la momification des morts dans l'Égypte ancienne, qu'on trouve c'est un peu dégueulasse. Ils ont enlevé le cerveau avec un crochet dans le nez, ils les remplissaient de trucs, quoi. C'est un peu dégueu. N'empêche que tu aurais parlé avec un Égyptien qui habitait la Terre à cette époque-là, c'était au contraire la pratique sociétale, en tout cas pour les riches, et les notables, les pratiques mortuaires.
Donc c'est là où je dis, il faut garder nos chakras ouverts. Est-ce que les pratiques mortuaires vont évoluer? Aujourd'hui, on sait que de plus en plus de gens se font par exemple incinérer, alors qu'il n'y a même pas 50 ans, en France, ça se faisait pas beaucoup d'être incinéré. Bref. Néanmoins, l'hologramme, là où ça peut être problématique. La première chose, c'est effectivement quelles sont les conséquences psychologiques, notamment dans un processus de deuil, d'avoir un hologramme réaliste de la personne. Ça, il faudrait que les psychologues se penchent là-dessus, les psychiatres. Est-ce que de pouvoir invoquer, presque magiquement, invoquer un hologramme réaliste de la personne défunte, et quelque chose qui aide dans le processus de deuil. On sait que les photos peuvent aider dans les processus de deuil ou pas. Ça dépend des gens et ça dépend quel moment et ça dépend quelle photo. Donc ça serait intéressant effectivement que les psychiatres se penchent là-dessus. Le deuxième problème, et ça on le voit effectivement en ayant fait parler le père décédé de Kim Kardashian, on lui met dans la bouche des mots qu'il n'aurait pas forcément prononcés. Quels sont les droits des morts? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser, même si la personne a donné son consentement, est-ce qu'on a le droit de transformer des personnes disparues en marionnettes à qui on ferait dire ce qu'on veut? Et on pourrait même aller plus loin. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans le cinéma, on ressuscite des acteurs qui sont décédés. Alors, au début, on disait oui, mais c'est parce que c'est la suite de l'histoire. Et ben, l'acteur, il est mort, Princesse Léa, Carrie Fisher est décédée. On a quand même besoin de terminer le film, donc on va la recréer en image de synthèse. Mais maintenant, la technologie est là. Donc, qu'est-ce qui nous empêche? Merde, Kenny Reeves est pris dans tel film. Oh, c'est pas grave, on va prendre sa doublure en synthèse. Là, c'est bon, on le fait jouer dans un autre film, quoi. Alors, effectivement, on a un peu l'impression, là, de parler d'un épisode de Black Mirror. Mais les technos sont là. Et les technos, d'ailleurs, à double tranchant. On a parlé du côté double tranchant des deepfakes. Au jour d'aujourd'hui, le dernier article que j'ai fait, c'était plus de 100 000 femmes qui, avec du deepfake, se retrouvaient avec des photos d'elles nues un peu partout sur le web. Et maintenant, le deepfake n'est pas réservé aux actrices célèbres. Donc, il peut y avoir des deepfakes de votre mère, de votre sœur, de votre copine qui traînent. Voilà. Peut-être que ça vous fera un petit peu réfléchir la prochaine fois que vous chercherez un deepfake d'une actrice célèbre. Il y a un épisode de Black Mirror, effectivement, sur ce sujet. C'est bien pour ça, effectivement, que j'en parle. Voilà, moi, alors, c'est vrai que mon premier instinct, c'est de dire, mais c'est horrible, cette histoire d'hologramme de mort, enfin, moi, je trouve ça hyper creepy, désolé pour l'anglicisme, mais j'adore ce mot creepy. C'est super flippant, et c'est un peu glauque, quoi. Oui, glauque, c'est la meilleure traduction de creepy, mais c'est pour ça que je préfère creepy, puis ça veut pas dire exactement la même chose. Et cherchez pas une traduction exacte française de creepy, vous trouverez pas. Mais j'essaye d'ouvrir mes chakras. Je me dis, est-ce que c'est pas effectivement une mutation sociale de notre rapport aux morts? Aujourd'hui, on a un rapport qui est pas très sain avec la mort. La mort est refoulée par nos sociétés occidentales riches. On en parle le moins possible, on veut surtout pas regarder la mort en face, on l'accepte de moins en moins, la mort, on essaye de la repousser le plus possible, et elle nous paraît un phénomène absolument horrible. Alors qu'à des époques où dans d'autres civilisations actuellement sur Terre, moins riches, la mort fait beaucoup plus partie de la vie, est beaucoup plus intégrée. Et selon les cultures, on vit plus ou moins avec ses morts. Si on prend la culture mexicaine, par exemple, on vit beaucoup plus en proximité avec sa mort. Donc, ce qui peut nous paraître glauque de vivre avec un hologramme chez soi d'une personne qui est décédée, il faut savoir qu'il y a d'autres civilisations qui vivent effectivement beaucoup plus proches de leur mort. Donc, est-ce que c'est forcément malsain? Attention à ne pas juger le monde uniquement avec nos yeux d'occidentaux riches. Voilà.
Quelqu'un a vu Coco? Ouais, tout à fait. Coco, n'empêche, c'est vachement bien pour ça, hein. Il y a un bon film sur le sujet des acteurs digitalisés, le congrès de Harry Folman en 2013. Ah, intéressant, je connaissais pas ce film. Mais d'où vient cette expression mange tes morts? Ouais, mais c'est très symbolique, hein. Mange tes morts, c'est c'est intéressant. Et c'est vrai que peut-être, alors là aussi, je vous invite à lire écrivain français de science-fiction, on en a parlé il n'y a pas longtemps, mais Barjavel, dans Ravage, parle aussi d'une époque où on garderait ses morts sous vitrine chez soi et on pourrait interagir avec eux. Mais voilà, le problème est aussi faire dire à un mort ce qu'on a envie qu'il nous dise. Voilà, je prends un cas d'école psy classique. Vous avez des rapports compliqués avec votre mère, qui vous a jamais dit je t'aime. Et vous, à son décès, vous faites un hologramme de votre mère qui vous dit je t'aime tous les matins. Je sais pas. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je sais pas. C'est juste qu'on voit bien, on voit hein, dans des comportements déviants et extrêmes, déjà ce que certains font avec les deepfakes de leur ex, etc. Je sais pas si ça va pas, voilà, vous enfoncer encore plus, ça va pas enfoncer encore plus les gens dans leur psychose ou ce genre de choses, quoi. Regardez Bambi, il a jamais accepté la mort de sa mère. Et si Bambi pouvait faire un hologramme de sa mère, bah, il n'y aurait pas eu de film. Ma grand-mère a gardé sa mère 3 jours dans la maison. Effectivement, à l'époque, on veillait les morts beaucoup plus longtemps. Moi, je me souviens d'avoir veillé 2 de mes grands-parents qui sont restés 1 ou 2 jours dans la maison. Quand je le raconte à des gens qui ont moins de 15 ans aujourd'hui, ils trouvent ça hyper glauque, mais c'est vrai que... Alors, ça dépend des personnes. Je crois qu'on est tous différents face à la mort. Moi, de voir, quand c'est possible, les gisants, m'aide dans mes processus de deuil. D'autres, non. Donc ça dépend vraiment des personnes. Je vis en Asie du Sud-Est. Ils gardent leurs morts dans un cercueil réfrigéré jusqu'à 1 semaine à la maison avant de l'incinérer en un énorme feu. Ouais. C'est glauque, mais c'est quand même important. Enfin, la mort fait partie de la vie, fait partie de la tech. Là, on est carrément dans un sujet tech sociétal. La tech aujourd'hui nous permet de faire des hologrammes de nos morts. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut le faire? Et de toute façon, on peut même se dire, c'est déjà en train d'être fait. Alors pour l'instant, c'est des très très riches, comme les Kardashians, qui le font. Mais bien évidemment que le prix va dégringoler. Je serais absolument pas surpris que d'ici 2-3 ans, il y ait des offres pour pouvoir faire des hologrammes des personnes décédées. Et qu'on les... La question est justement, il va falloir légiférer là-dessus. Quels sont les droits des personnes défuntes? Moi, ça, je vous le dis souvent, je pense que le droit à la dignité d'une personne défunte est quand même important. Je sais pas, est-ce qu'on a le droit justement de faire ce qu'on veut avec une représentation physique réaliste du corps de quelqu'un et de surtout de lui mettre dans la bouche des mots qu'il n'aurait pas forcément prononcés. Je vois pas la différence entre un hologramme et une photo. C'est peut-être plus l'interaction que tu peux avoir avec un hologramme. Disons que, bien sûr qu'une photo... Mais je pense qu'il y a eu probablement quelqu'un qui a dû se poser la question quand la photo a été inventée. Est-ce que c'est une bonne chose? Et d'ailleurs, c'était une grosse mode à une époque de faire des photos des gens quand ils étaient décédés. Des photos des morts. Ça a été une grosse mode de la photographie au début. Mais tout ça pour dire... Je pense que quelqu'un a dû se dire, est-ce que c'est une bonne chose pour les processus de deuil que les gens aient des photos réalistes de leur mort? C'était mieux quand même avant quand on avait de la peinture, parce qu'au moins, il y avait une désincarnation
de la personne. Et pareil, quand la peinture est devenue réaliste, il y a probablement un mec qui s'est dit, est-ce qu'on n'était quand même pas mieux avec nos dessins sur papyrus de nos morts de profil, qui étaient quand même un peu moins réalistes, et du coup aider le processus de deuil. Et même là, il y a un mec à cette époque-là qui s'est dit, non mais là, avec vos mecs sur des papyrus, on était mieux à l'époque. Vous comprenez où je veux en venir. La fameuse nature morte. Ouais. Ouais, il y a une vidéo de Dirty Biology, effectivement, sur la mort. Le deuil numérique, c'est une question qu'on doit se poser. On a déjà fait ce sujet-là, parfois, dans le mug, parce que c'est clairement de la tech. Qu'est-ce qui se passe avec nos réseaux sociaux quand on meurt? Est-ce qu'on peut anticiper un certain nombre de choses? Et il y a eu des maladresses, il y a eu des dérapages au début d'Internet. Voilà, tu utilises le tableau interactif et tu défiles les photos des décédés dans la famille. Bah ouais, mais c'est un album photo en même temps. Le live aux enterrements. Oui, mais ça peut paraître indécent, les lives aux enterrements. Mais aujourd'hui, en période de Covid, ça permet, mine de rien. Moi j'ai été à un enterrement entre les deux confinements. C'est compliqué, hein, les enterrements aujourd'hui. Hein. C'est très compliqué. Et ça s'ajoute à la douleur et au problème d'organisation d'un enterrement, de rajouter les problèmes sanitaires. Et c'est des moments où les membres de la famille, tu as envie de les prendre dans tes bras. C'est des moments difficiles. Donc, le live, ça peut paraître indécent. Mais en même temps, si ça permet à certaines personnes d'aider dans les processus de deuil, il ne faut pas forcément mépriser ça. Ouais, tous ces vieux entrepreneurs qui inhument les morts comme des maréchaux ferrants alors que le public est évolué. Ah bah écoute, toutes mes condoléances, effectivement. Si tu as perdu, à toutes mes condoléances, hein, toutes les personnes qui ont perdu, euh, à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un. Condoléances étendues. Le deuil n'est jamais un processus facile. Et surtout, le deuil demande du temps. Et on vit dans une société où on ne nous accorde plus le temps pour souffrir. Et il faut laisser le temps au souffrir. Il faut accepter la souffrance aussi. Il faut accepter, ça fait mal, la perte de quelqu'un. Il ne faut pas se dire, ça va mieux, j'y pense pas. Parce que ça va te retomber sur la gueule après. Les processus de deuil sont des processus complexes mais importants. Il faut passer par toutes les phases du deuil. Et justement, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que des outils technologiques peuvent aider dans ces processus de deuil? Je disais tout à l'heure que les concepteurs des hologrammes mortuaires prennent le job des empailleurs pour rebondir sur ce sujet. Oui, mais enfin, en tout cas, dans les pays occidentaux, même que si, en Italie, on embaumait. Oui, empaillé, embaumé, oui. Non, j'allais dire, on n'embaume pas nos morts. Si, on n'empaille pas les morts. D'abord, dans certaines cultures, si. Mais même en Europe, oui, il y a ce fameux endroit en Italie où il y a les sous-sols de la chapelle, où il y a tout le village qui est embaumé, là. Euh, j'ai l'impression que tu as un ton officiel selon qui tu perds. Et si tu le dépasses, tu abuses. Ouais, non, mais c'est là où faut pas se laisser influencer par la société. Le deuil est un processus très personnel. Laissez-vous le temps de vivre vos douleurs. N'écoutez pas la société qui veut que vous remettiez surpris. Putain, le lapsus. Remettiez sur pied très vite.
Ah, faut pas montrer trop ta douleur. Hein. C'est à Palerme, ouais. Bon, bref. Intéressant quand même cette histoire, ça prête à réfléchir, c'était intéressant d'en discuter avec vous. Il est 9h09, il est absolument temps qu'on passe au camp de fac, faire une version un petit peu réduite des camps de fac aujourd'hui. Et bah voilà, on va passer au camp de fac. Hein. Les camps de fac, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses. Eh bien, allez-y, il n'y a pas de questions platinium en tout cas. Le son de ta prise vient du micro Blue. Oui, c'est ce micro-là. Voilà, attendez, j'essaye de ne pas tout défaire. Parce que j'ai ma lampe qui est un peu posée sur le micro. C'est ce micro-là, effectivement, qui prend mon son. Je le mets un peu hors champ. Voilà. Je croyais qu'on était déjà au camp de fac. Non, on était dans la tartine avant. Je viens de démarrer sur iPhone 12 et je comprends pas trop comment activer le mode nuit. T'as pas à l'activer, il s'active automatiquement. Il s'active automatiquement le mode nuit. Alors tu peux le forcer. Attends. Est-ce que je peux te montrer ça? Tu peux le forcer. Non. Non, tu peux pas vraiment le forcer. Tu peux augmenter sa durée. Tu peux pas le forcer. Alors, il y a une astuce pour le forcer, c'est acheter un filtre ND, mais... merci beaucoup Azetor pour ton sub. Merci beaucoup à toi. D'ailleurs, je vais en profiter pour... je vais remonter un peu dans les remerciements parce que j'ai dû oublier des gens. Merci Azetor, Bass 3D, Gary Cover, Ponémor, Soulmika, Citrix, Langelot, JPGKM, Julien, Chris RC, Heroes, Sim74. Je vous remercie, on vous remercie pour vos primes et vos subs. Des sessions AD prévues sur Twitch. AD, c'est quoi AD? Il y aura un live après la keynote. Je ne peux pas le confirmer à 100%, mais a priori, oui. Comment fais-tu pour préparer ta liste de news? As-tu un logiciel en particulier pour faire le tri des infos? Alors, j'en ai parlé hier, mais je vais le remontrer brièvement. J'utilise effectivement Flipboard, qui est un système qui me permet d'agréger effectivement mes centres d'intérêt. Hein. Donc là, j'utilise notamment technologie en anglais, technologie en français, où viennent se mettre des articles. Quand je clique sur un article, je tombe sur le site. Voilà, mais ça me permet effectivement de consulter les articles comme ça et de choisir. Donc, je choisis dans technologie en anglais, technologie en français. Ensuite, ils sont classés dans des magazines que vous ne voyez pas. Mais j'ai un magazine qui s'appelle Nowtech. Celui-là est public, vous pouvez le consulter. Il y a généralement toute la sélection des articles qu'on lit pour le mug. Donc, vous pouvez vous y abonner. Hein, c'est Flipboard... Jikenborg, je crois, je ne sais plus le lien. Sinon, vous cherchez le magazine Nowtech dans Flipboard et vous pouvez vous y abonner et voir nos articles. Et ensuite, à partir de ces articles-là, je les mets... non, pas là-dedans. Dans celui-ci, que ça, vous ne voyez pas, qui s'appelle Préparation le mug, dans lequel je classe effectivement les articles que je vais peut-être traiter ce matin. C'est mon dernier tri. En fait, mais mon tri ultime, le tri final, vraiment les articles que je choisis, j'exporte ensuite ces articles dans un logiciel dans une appli qui s'appelle Liner, et Liner me permet vraiment de
de sélectionner les derniers articles que je vais prendre et surtout de stabilo-bosser, pardon, comme on disait autrefois, de surligner les parties importantes pour vous faire l'article. Voilà un petit peu mon process de sélection d'articles. Ça me prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie par jour de préparer tout ça. Et après 1 heure pour présenter. En gros, le mug nous prend à peu près 3 heures de travail par jour. Ça donne quoi l'utilisation du Magic Keyboard sur les genoux? Ça marche. Moi, je l'ai revendu, mon Magic Keyboard, donc je ne peux pas vraiment vous dire, parce que ce n'est pas un produit qui m'intéressait beaucoup, et que je n'ai pas forcément aimé, mais oui, ça tient quand même sur les genoux. Je ne conseillerais pas de rester des heures sur les genoux. Merci beaucoup, Master02, pour ton Prime. Connais-tu la youtubeuse Sarah Dietschi? Non, je crois que j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas. Quel est ton avis sur le 12 Pro Max? Je ne l'ai pas encore. Il va falloir attendre vendredi pour les commander. Vas-tu faire une review du nouvel iPad Air? Alors, review spécifiquement de l'iPad Air, non. Mais on est en train de vous préparer un guide d'achat entre l'iPad Air, le Pro et l'iPad 8, lequel il faut choisir. Voilà. On est en train de travailler dessus. Le test complet du OnePlus 8T, c'est pour quand? Pour jamais, je n'ai pas reçu le 8T. On ne me l'a pas envoyé, donc je ne testerai pas. Je crois que le 8T, c'est l'avant-dernier qu'ils ont sorti, là, où je ne sais plus. Est-ce qu'un iPhone 12 Pro est suffisant en 128? Oui, ça dépend ce que tu fais. Non, ça prend pas énormément de place, iOS 14. 128, disons que pour moi, tu as besoin de plus si tu fais beaucoup de vidéos, c'est tout. Ou énormément de jeux vidéo. Mais 128, c'est très bien. Vous avez déjà testé un téléphone Xiaomi? Il me semble, oui. Je vous cache pas que j'ai quand même un petit problème avec certains de ces téléphones. Pas tous, hein. On a testé déjà du Oppo. De temps en temps, j'en teste. En fait, le gros problème que j'ai, c'est que je sais que c'est des très bons smartphones, je sais qu'ils sont très peu chers, je sais qu'ils ont leur fan club et que vous avez raison. Et eux, au moins, ils font des smartphones avec tous les trucs. Mais là où j'ai un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de service après-vente. Et ça me pose un problème parce que là, je trouve qu'on est vraiment... C'est pas tant un problème d'obsolescence programmée, encore que... mais là, on est vraiment dans de la technologie, alors certes peu chère, mais un peu jetable. Et j'avoue que ça me pose un problème, souvent. Ça me pose même un cas de conscience. Est-ce que j'ai envie, par des tests, de promouvoir... Alors, je pense qu'il faudrait que je le fasse, ne serait-ce que pour rappeler ce message, notamment à des gens plus jeunes qui ne réalisent pas qu'en mettant un peu plus d'argent, on a parfois des produits qui tiennent un peu plus la route et plus longtemps. Mais c'est normal, hein, moi aussi je suis passé par là, hein. Il y a une époque où il y avait que le prix, quoi. J'achetais des t-shirts à 1 euro parce que j'ai un t-shirt à 1 euro. Bon, alors ok, la couture elle se défaisait au truc et je le jetais 2 semaines après. Mais c'est un peu un problème que j'ai avec certains produits. J'ai pris Xiaomi, mais il y en a plein d'autres, hein. Et tous les produits de Xiaomi ne sont pas comme ça, mais... Disons que pour avoir ces prix-là, la concession, elle est vraiment faite sur le service après-vente. Pape Foufou, le 12 Pro en photo. C'est pas les reports que j'ai et les premiers tests que j'ai faits, ils sont bien en photo. Quel est l'intérêt d'un filtre ND en vidéo? En fait, en vidéo, c'est même indispensable. Beaucoup plus qu'en photo. Alors, je vais essayer de te faire un cours accéléré, alors tu suis bien, ok? La vidéo, c'est l'illusion du mouvement. En 24, 25 images secondes, 30 images secondes ou 60 images secondes pour les autres normes. Mais en France, on est à 25 images secondes ou 24 images secondes dans le cinéma. Ok ? Donc, cette succession d'images est là pour te donner l'illusion d'un mouvement. Mais c'est une illusion. Jusque-là, tu suis.
Pour te donner cette illusion, il faut que tes photos qui constituent tes 24 images secondes soient floues dans les mouvements. Ça peut te paraître paradoxal parce qu'une photo nette, c'est mieux que flou. Non. Il faut, tu vois, quand je bouge ma main comme ça. En fait, là, je dois être en 25 images secondes, je pense. Si tu regardais et que tu prenais les images, tu verrais que ma main, elle est floue. D'une image à l'autre, elle est floue. Et c'est ce flou qui te donne l'impression que ma main bouge. Enfin, qui te perpétue l'illusion que ma main bouge. Ok ? Jusque-là, tu suis. Ça se complique. Donc, en vidéo, puisque la vidéo, une caméra n'est qu'un appareil photo qui fait 25 photos secondes, il faut que ta vitesse soit parfaitement réglée pour que tu aies ce flou, ce qu'on appelle le flou de mouvement. Si ta vitesse est trop rapide, la main va être nette à chaque mouvement et du coup le mouvement va être saccadé. Tu comprends ? Donc il ne faut pas monter dans des vitesses trop hautes. Alors tu me dis, mais pourquoi il me parle de vitesse alors que j'avais demandé une question de filtre ND ? Ok. Maintenant, imagine que tu tournes un film en extérieur. Il y a beaucoup de lumière et il y a du soleil. Le problème, c'est que tu as compris que ta vitesse, tu ne pouvais pas la bouger comme ça en vidéo. Et il ne faut pas monter trop. En fait, il y a une règle. C'est la règle des 180 degrés. Normalement, ta vitesse doit être le double de ton nombre d'images secondes. En gros, si tu es à 25 images secondes, tu dois être à 1/50e en vitesse. Je sais, hein, il faut suivre, hein, c'est compliqué. Tu n'as pas le droit, alors tu peux, mais imaginons, tu n'as pas le droit de bouger d'1/50e en vitesse. Et il y a plein de soleil. Donc il ne te reste plus qu'une chose pour empêcher qu'il y ait trop de lumière sur ta pellicule, c'est de fermer ton diaph. Donc d'être dans des f11, des f22. Mais toi, fait chier. T'as acheté un super objectif qui ouvre à f1.4 et tu veux faire du magnifique bokeh hyper crémeux derrière ton actrice en grand soleil. Et tu peux pas toucher à ta vitesse. Eh ben, t'as une solution, c'est le filtre ND. Le filtre ND qui va limiter l'entrée de lumière dans ton appareil et te permettre comme ça de filmer à grande ouverture tout en gardant ta vitesse selon la règle des tiers. Et voilà. Voilà pourquoi le filtre ND est important. Oui, 50 images secondes, c'est 1/100e en vitesse. Voilà, et il y en a plein des vidéos qui vous expliquent effectivement. Moi, j'ai jamais fait de la mienne, il faudrait que je la fasse un jour, qui explique effectivement l'importance des filtres ND en vidéo. Alors désolé, c'était un peu long, mais c'est une question moi aussi, à une époque, je comprenais pas pourquoi les vidéastes se branlaient sur leur filtre ND, quoi. Mais pourquoi ? Je m'en fous, moi je mets 1/1000e. Et alors, il faudrait un jour que je fasse une vidéo là-dessus, parce que en fait, parfois on est un petit peu trop bloqué sur cette règle. Maintenant, Jérôme, explique-nous ce que c'est qu'un codec. Oh non. Alors, l'encapsulage. Oh, c'est chiant, ça, les codecs. Et puis, c'est compliqué. C'est compliqué parce que alors, le marketing des marques a foutu un bordel là-dedans. Peut-on acheter un S20 Ultra avec le Snapdragon, même s'il est destiné pour l'étranger? Faut-il se méfier de cette version pour nous Français? Je crois que tu peux. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que tu peux. Hein. Je suis en train d'en coder un de codec, c'est une horreur, ouais, j'imagine. Et par rapport à la vitesse de rafraîchissement de la vidéo finale. Ah oui, alors c'est là où ça se complique. Il y a une époque où maintenant on a des jeux et des écrans qui font du 144 Hz, du 240 voire du 360 Hz et qu'on a des jeux vidéo qui tournent en 240 Hz, en 140. La notion d'image par seconde, ce qu'il faut juste que vous compreniez, c'est que dans un jeu vidéo, c'est pas comme un film.
Il y a des tentatives actuellement d'augmenter la fréquence d'image dans les films. Il y a eu Le Seigneur des Anneaux qui était présenté en 68... En 40, pardon, en 48 images par seconde, donc le double des 24 images secondes traditionnelles du cinéma. Et ça peut choquer le public. C'est assez choquant. Parce que cette illusion, on s'y est vachement habitué aux 24 images secondes pour le cinéma, 25 images secondes pour la vidéo. On s'est beaucoup... et quand on monte au-dessus, ça fait des mouvements bizarres. Ça fait des choses bizarres dans le cerveau. Dans le jeu vidéo, au contraire, comme on a besoin de précision, de fluidité et d'être vraiment dans le jeu vidéo, on a besoin de fréquences d'image les plus hautes possibles. Voilà. Oui, c'était dans The Hobbit. Alors, The Hobbit, moi, j'ai trouvé ça affreux quand je l'ai vu en 2D en 48 images secondes. Par contre, en 3D 48 images secondes, ça m'a réconcilié avec la 3D. La 3D marche bien mieux avec des hautes fréquences d'image qu'en 24 images secondes. La PS5 fait du 120 frames par seconde, c'est bien. Il faut avoir une télé spéciale. Oui, il faut que ta télé puisse monter dans ses fréquences. Donc, il faut une télé qui fait au moins du 120 Hz. En parlant d'écologie de SAV, j'ai mon iPad Pro 2017 dont la carte mère est en panne. Il a 2 ans, 6 mois, personne pour le réparer, ni Apple ou autre. Il ne propose que son remplacement. C'est dommage, il est nickel. Il y a un moment, l'hologet dans le bilan écologique. Par contre, ce que Apple va te proposer, c'est de le recycler. Donc, disons que la fabrication de la pièce, probablement, pour réparer ta carte mère, surtout s'ils font plus la carte mère, le bilan écologique risque d'être plus désastreux si tu le répares. Donc, je sais, hein, moi aussi, je déteste devoir jeter des choses qui marchent encore, parce qu'il y a un truc qui ne marche pas dedans. Dixit, le mec qui a un four à micro-ondes grill dont la fonction grill ne marche plus depuis 3 ans. Mais bon, il y a un moment, il faut aussi lâcher les choses. Par contre, voilà, faut bien recycler. Et Apple a vraiment mis au point une chaîne de recyclage de ses produits qui est au top, quoi. C'est affligeant de mettre 800 boules. Alors, ce qui m'étonne quand même, c'est que tu me parles d'un iPad Pro 2017. Alors bon, c'est vrai que les iPads, tout est collé à l'intérieur. C'est quand même bizarre que Apple te le prenne pas en réparation. Ça me paraît très très bizarre. T'es sûr? Après, la réparation risque de te coûter plus cher qu'un iPad Pro. C'est peut-être ça qu'ils t'ont dit. Ils t'ont dit la réparation va vous coûter plus cher que l'achat d'un nouvel iPad Pro. Oui, il faut aussi une télé compatible HDMI 2.1 pour les nouvelles consoles, effectivement. Sur du live stream aussi, il faut un filtre. Un filtre ND. Ah non, 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 non. Enfin, oui, si tu te filmes avec... moi, je me filme avec un appareil photo. Si c'était ultra lumineux ici et que je voulais quand même... Là, je suis ouvert à f1.4. Oui, il faudrait que je mette... et que je pouvais pas régler mes lumières. Il faudrait que je mette un filtre ND pour garder cette ouverture, sachant que, alors là je vais vous compliquer un peu le truc, moi je suis pas en vitesse photo, j'utilise vraiment la règle des degrés, ma caméra me permet un réglage à 180 degrés, ma vitesse est en degrés, je vous expliquerai ça une fois. Est-ce qu'il y a encore une question? J'en prends une et on arrête. Jérôme, tu as quoi comme filtre ND pour ton GH5? Putain, je me souviens. Attends, je vais te dire la marque.
Nous, on en utilise plusieurs des filtres ND, mais le plus récent qu'on a, et j'en suis très content, c'est un EDA. Donc par rapport à la photo, hein, en vidéo, nous on utilise des filtres ND. Vous voyez le principe d'un filtre ND, on va pouvoir l'illustrer en direct. Je le mets sur un point lumineux. Ça laisse rentrer plus ou moins la lumière dans votre appareil photo, en fait, un filtre ND. Alors nous, en vidéo, on utilise beaucoup ces filtres ND variables, qui sont de moins bonne qualité que des filtres ND fixes, qu'on utiliserait plutôt en photo. Mais ça nous permet de régler très finement la quantité de lumière qu'on veut laisser rentrer dans notre caméra, pour garder donc notre vitesse fixe et quand même pouvoir travailler en grande ouverture. Voilà, vous voyez le principe d'un filtre ND. C'est de la sorcellerie. Le filtre ND de Peter McKinnon. Ah bah écoute, non mais tant mieux pour lui. Attends, moi franchement, on me proposerait de faire des sacs Nowtech, je dirais pas non. Hein. Si je peux participer un peu à la conception du truc, ouais, ça pourrait m'intéresser. La marque c'est EDA. Je remonte. Est-ce qu'il va me faire un autofocus? Oh non, il me fera jamais. Ah si, voilà. Vous la voyez la marque? EDA. J'en suis très content. C'est Albert qui me les a recommandés. Ils sont très bien. L'autre qu'on avait, c'était un pas cher. Est-ce qu'on l'a encore? On en a un pas cher, mais il est en train vraiment de rendre l'âme. Il nous a rendu de bons services. Si vous commencez avec les filtres ND, c'est des GOB. G-O-B-E. Ils sont vraiment pas chers. Et ils ont fait leur taf. Ouais, non, c'est plus spécifiquement, c'est celui-là. C'était notre premier filtre ND. Et qui était variable aussi. Qui est un filtre GOB. Mais alors lui, il nous faisait beaucoup plus d'aberrations chromatiques. Ah ouais, un sac Peak Design brandé Nowtech. Oui, encore que je préférerais travailler sur la conception d'un produit. En tout cas, pouvoir intervenir sur la conception d'un produit. Juste mettre notre logo sur un produit. Oh, après, si c'est un produit que j'adore, pourquoi pas, mais... Bon, allez, il est temps que j'y aille. Beaucoup d'autres boulots à faire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je remercie encore tous ceux qui ont fait un prime et une contribution aujourd'hui. Jeudi, il y a le rendez-vous des contributeurs à 18h. Donc que vous soyez contributeur sur Twitch, sur Patreon, sur Tipeee, sur YouTube Member, vous aurez un accès à un live privé. Pour les contributeurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Demain, c'est Marion qui fait le mug. Donc, accueillez bien Marion demain. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout fait. Je regarde juste si... Ah bah tiens, est-ce qu'on referait pas un raid chez Corben? On va refaire un petit raid chez Corben. Bonne journée à tous et on se retrouve donc demain. Je lance un raid chez Corben pour ceux que ça intéresse. On lance le raid et je vais couper l'émission. Je mets le générique de fin et je vous dis que je vous retrouve vendredi. Ciao tout le monde.